Ça y est, on y est, on est bon, ça y est, il y en a pour 1 heure. 4 jours de retard. En même temps, le rendu final, 4h15. Bon, il doit rester à peu près 1 heure, au point où j'en suis, là, dans le montage. On va être clair, c'était la vidéo la plus pète-gueule de l'histoire de cette chaîne. Alors, oui, clairement, il faut voir la vérité en face. Alors, il y avait 50% des gens qui, sur cette question, en avaient un avis tranché. Et l'autre moitié, qui en avait un avis tranché aussi, mais dans l'exact opposé. Donc là, on est sur un truc, je me suis dit, j'y vais ou j'y vais pas? J'y vais. J'y vais, et c'est là où je vais voir si le travail que je fais sur cette chaîne, alors dans cette vidéo un peu plus sérieusement que d'habitude, sert à quelque chose. Il faut dire que je suis parti loin, hein. À la base, j'avais un point de vue sur la question, et j'étais assez sûr de ce point de vue. Et puis ensuite, j'ai recherché un peu plus, et j'ai eu un point de vue radicalement opposé, dont j'étais très sûr. Et puis ensuite, j'ai recherché encore plus et j'ai eu le point de vue que j'avais au départ. Mais là, j'en étais carrément sûr en fait. Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais surtout remercier Edouard, je voudrais remercier Enkil pour m'avoir à chaque fois passé tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais pensé au tamis, en me disant ah tu vois, moi je pense plutôt ça, ah merde, ah oui d'accord. Merci à Enkil d'avoir passé une nuit blanche et demie, hein, parce que là on est sur du 3 jours d'écriture dont une nuit blanche, enfin de travail, de réécriture, de changement d'avis, de recherche. J'ai fait ma petite Élise Lucet là. Je te le cache pas, je suis allé chercher un petit peu partout. Merci aux gens sur Discord qui m'ont repassé aussi 2 fois le texto tamis à chaque fois et qui m'ont rajouté des pistes de réflexion, des choses que je suis allé voir. C'est un peu un travail collectif. En tout cas, je vais voir si ce travail, il sert à quelque chose parce que j'ai entendu beaucoup de conneries partout. Ça va être une vidéo qui va vous demander un effort très difficile comparé à ce qu'impose normalement YouTube, c'est de la regarder jusqu'au bout. C'est pas avancer des trucs. Il n'y a pas d'extrait long et chiant, hein. Vous inquiétez pas, c'est 90% du temps, du moment où j'essaie de parler, j'essaie de me répéter le moins possible, j'essaie de partager avec vous un cheminement de pensée, et même si vous n'êtes pas d'accord avec sa conclusion, je reste persuadé qu'il y a des choses que vous pourrez prendre ça et là, et qui pourront enrichir le débat. Allez, bon épisode. Salut à tous les amis, c'est Greg, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je n'en doute pas, fera polémique, à tel point que j'ai décidé au dernier moment de ne pas en faire un je suis pas content, mais d'en faire un off. On va donc aborder le sujet de cet épisode de façon un peu plus sérieuse. Le sujet de cet épisode, c'est la présence du rappeur Medine au Bataclan qui va s'y produire, et donc ses fans pourront y déguster sans modération ses plus célèbres punchlines, parmi lesquels « Crucifions les laïcars comme à Golgotha, si j'applique la charia, les voleurs pourront plus faire de main courante », ah ouais, c'est joli la figure de style, dis donc, ou encore « Je mets des fatwas sur la tête à qui? Sur la tête des cons ». Je porte la barre, je suis de mauvais poil. Porte le voile, c'est dans de beaux draps. Crucifions les laïcars comme à Golgotha. Ça, c'est bien évidemment la chanson Donc Laïque, hein, qui en ce moment est au cœur d'une immense polémique, mais ça et là, disséminé partout. On peut trouver aussi quelques perles, hein, comme par exemple « On est dans le game, pas venu pour cela, wesh, mais j'arrive sur tous les sites comme un djihadiste de Daesh » ou encore « Appelez-moi Erdogan en Air Jordan de l'Empire Ottoman ». Oui, j'ai dit Erdogan, faites pas chier. Le concert de Medine prévu le 20 octobre prochain au Bataclan affiche déjà complet. Mais à droite et à l'extrême droite, plusieurs élus s'indignent comme ici Laurent Wauquiez ou Valérie Boyer. Marine Le Pen appelle à relayer le hashtag Pas de Medine au Bataclan. Une pétition demandant l'annulation du concert a également été lancée. Plusieurs détracteurs du rappeur ont également publié la photo d'un de ses précédents albums, datant de 2005 et intitulé Djihad, le plus grand combat est contre soi-même. Je ne vais pas spécifiquement m'attarder sur les réactions de notre caste politique concernant cette affaire-là, qui, oh, comme c'est surprenant, fait preuve d'un talent inouï pour la récupération, qui n'a d'ailleurs pas échappé aux survivants des attentats du Bataclan. Mais le pire d'ailleurs dans l'histoire, c'est que ceux qui ne sont pas dans la récup sont encore plus cons que ceux qui le sont. Alors pour la palme d'or de la connerie, j'ai hésité, mais entre 3 places, donc on va faire un petit top 3. En 3e position, je mettrais Daniel Obono, et son El Famoso. Pourquoi ça me choquerait? Voilà, ça c'est génial, ça. C'est-à-dire que Daniel, en fait, ce qu'on te reproche et qui énerve beaucoup de gens, c'est pas de dire « je peux comprendre la souffrance des gens, je peux comprendre que des gens soient blessés de voir un type tenir des propos comme ça se produire dans un lieu où il y a eu des morts, mais je pense que la liberté d'expression devrait être plus importante que ça, à la limite on pourrait l'entendre. Mais ce qui est insupportable avec Daniel Obono, c'est que pourquoi ce serait un problème? Je ne comprends pas. C'est un artiste qui joue dans une salle, des gens sont choqués.
Bah, ce sont des racistes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est vraiment, vraiment insupportable pour pas mal de gens, et vu qu'on me reproche souvent, à tort et à travers, de critiquer Obono un peu dans le désordre, voilà précisément le genre de discours que je lui reproche. C'est pas de dire j'ai ma position, c'est de dire il n'y a qu'une seule position, et ceux qui sont étonnés ou qui ressentent de la souffrance sont juste des gros fachos. En numéro 2, je mettrai un autre responsable politique. Ah oui, oui, j'ai mis le point inclusif. Oh là là, c'est juste que tu peux pas l'entendre à l'oral, tellement c'est bien foutu votre connerie. Hein, en la présence de Brice Hortefeux. Alors là, c'est bien, tu vois, il y a de la connerie à gauche, il y a de la connerie à droite. On peut faire une vraie salade garnie ou un shaker. Donc Brice Hortefeux, lui, qui nous a dit que, en parlant de Médine, qu'il aimerait que ce monsieur puisse aller exercer son absence de talent ailleurs. Est-ce que ce serait possible que tu t'appliques d'abord ce conseil à toi-même, Brice? Parce que quand on voit le nombre d'années que tu as passé à pourrir la vie politique française, je pense que ce serait pas un mal. Mais la Palme d'Or, c'est bien évidemment Mathieu Kassovitz qui nous a ressorti le fameux « Chance pour la France ». Je l'adore, Kassovitz. Kassovitz, je t'aime. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un tel niveau de gauchisme, j'ai l'impression de me retrouver à mon adolescence dans les années 90. Je te jure, je suis début 90. Regarde, oh, François Mitterrand est président de la République, c'est génial, j'ai des cheveux. C'est ça que j'adore avec toi. Je prends des cures de jeunesse incroyables. Après, en ce qui concerne les débats à la télé, je vais pas véritablement pouvoir vous en parler, parce que c'est un petit peu comme d'habitude. De toute façon, on n'en parle pas vraiment à fond, puisque tout ça, ça vient de la fachosphère. Ah, mais les Inrocks, ils sont fiers. Ah bah oui, l'affaire Médine enflamme la fachosphère. Tous les journaux sont comme ça maintenant. J'ai l'impression qu'en fait, ils gardent toujours enflamme la fachosphère. Ils font un CTRL-C, CTRL-V, ils te changent la miniature, et encore des fois ils se plantent, et à peine l'article. Mais ils gardent en flamme la fachosphère et ils changent juste ce qu'il y a avant. C'est un bon moyen. Maintenant, en fait, il y a 3 catégories de trucs. Il y a le réel, l'irréel, et ce qui vient de la fachosphère. Et les gens, non, il faut pas en parler. Parce que ça vient de la fachosphère. Voilà, ça veut pas dire que c'est pas vrai, ça veut pas dire que c'est faux, c'est fachosphère. On veut pas. Merci. Voilà, les voix des fachos sont impénétrables. Et donc, du coup, vu que c'était un bordel généralisé, j'ai décidé de me faire mon opinion par moi-même avant justement de vous la livrer. J'ai décidé d'étudier les arguments de ceux qui sont favorables à la représentation de Médine au Bataclan et de ceux qui sont défavorables à cette représentation de Médine au Bataclan, ce qui m'a permis, moi, à terme, de me faire mon avis, mais je dois bien avouer que concernant les arguments des uns et des autres, il n'y a aucun argument qui m'a convaincu. Je veux dire, ce ne sont que des arguments foireux. Alors on va faire en 2 parties, ça va être très très dur, Jean Pouce Rouge. Il va falloir que tu te retiennes jusqu'à la fin de la vidéo avant de disliker pour bien écouter mon débunkage des anti-Médine et ensuite mon débunkage des pro-Médine. Et puis ensuite je te donnerai mon avis. Et puis ensuite tu pourras reach dislike et répondre. Alors j'ai trouvé un message sous la dernière vidéo de Tatiana Ventose d'ailleurs que je vous recommande de regarder et qui traite aussi de ce sujet-là et qui résume assez bien, surtout vu son nombre de likes inquiétant, la position des anti-Médine, majoritaires j'entends, et justement les arguments qui sont avancés. Il prône tellement le djihad intérieur qu'il est ambassadeur des frères musulmans à travers le Havre du Savoir. C'est également un disciple de Tariq Ramadan. Ok, donc on va débunker tout ça. Premier argument donc, Médine serait un ambassadeur des frères musulmans pour l'association Le Havre de Paix. C'est faux, camarades, c'est faux et c'est faux pour tous ceux qui le croient. En effet, je suis allé chercher un petit peu partout et de nombreux médias d'ailleurs relaient à demi-mot cette désinformation. Je vais en donner un exemple avec Valeurs Actuelles. En 2013, une rencontre annuelle des musulmans du Havre se déroulait, organisée par Havre de Savoir, à laquelle participaient Médine, des membres des frères musulmans et de l'UOIF. D'un côté, une organisation islamique classée comme terroriste par la Russie, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. De l'autre, une organisation proche de la première. Sympathique rencontre. Effectivement, cette rencontre n'est pas du plus bon goût, mais en tant que telle, signifie-t-elle que Médine adhère au discours des frères musulmans? Certainement pas. En tout cas, ce n'est pas suffisant pour le prouver. Je vais vous donner un exemple. Donc, à titre personnel, j'étais il y a un mois de ça à une réunion organisée par le Cercle d'études pour la Renaissance française, un groupement ouvertement d'extrême droite, selon la classification traditionnelle et même d'ailleurs au-delà, compte tenu des propos des uns et des autres que j'ai pu y entendre. Et pourtant, je suis assez heureux d'avoir expliqué à des gens qui avaient des opinions politiques probablement différentes des miennes et sur lesquelles je ne vais pas cracher en tant qu'individu, ni même d'ailleurs sur les opinions, parce que je n'ai pas entendu à titre personnel de choses qui pouvaient s'avérer illégales. Donc j'ai réalisé une interview d'ailleurs qui est en description de cette vidéo, dans laquelle je parle un petit peu, et je suis très content d'avoir expliqué à des gens qui n'avaient pas les mêmes idées que moi qu'il fallait créer plus de médias de gauche sur internet. Et les gens ils ont dit ouais c'est pas con.
Ah, tu vois, ça s'appelle le début du dialogue en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas quelque part, ça ne signifie pas que tu adhères avec ce que dit tout le monde. Hein. C'est-à-dire, si demain il y avait une grande représentation, une grande organisation, conférence chrétienne et que j'y allais en tant que chrétien, ça ne veut pas forcément dire que je suis d'accord avec toute la totalité des différents courants qui vont y être représentés. Parce que là, vous dites, il y avait tellement, oui, mais il y avait aussi des gens qui étaient dans un esprit d'un islam beaucoup plus pacifiste et qui étaient là et que vous ne mentionnez pas. Le fait que Médine soit là ne permet absolument pas de savoir dans quelle catégorie il se situait. En tout cas, ce n'est pas suffisant en tant que tel pour affirmer avec certitude qu'il a un lien avec les frères musulmans, et encore moins qu'il en est l'ambassadeur. Hein. Je rappelle, parce qu'il faut être rigoureux un minimum, que Médine, à ce moment-là, n'est pas ambassadeur des frères musulmans dans cette réunion. Il est ambassadeur de cette réunion, à l'intérieur de laquelle il y a plein de gens qui participent, dont les frères musulmans. C'est pas du tout la même chose. Alors, il y a un petit bémol dans l'histoire quand même, c'est qu'entre-temps, Médine nous a expliqué hier que finalement, il n'avait jamais été ambassadeur de l'association du Havre de Savoir. Alors ça, je trouve ça un petit peu bizarre de revenir violemment là-dessus. Ça m'inquiète un petit peu parce que soit tu as vu qu'il y avait des choses pas claires dans l'organisation, soit parce que, enfin, je veux dire, tu nies le réel. Même si tu dis, ok, d'accord, t'as pas été ambassadeur. Et c'est vrai qu'à titre personnel, en tant que personnalité publique, j'ai pu à un moment être ambassadeur d'événements mineurs qui n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est vrai qu'ambassadeur, ça veut aussi tout et rien dire. Le seul truc, c'est que t'as quand même clairement assumé, en tout cas, le rôle de défenseur de l'organisation. Ok, Médine, en direct de l'hôtel Novotel pour la conférence Havre de Savoir, du constat à l'action. J'espère que nous avons été plus dans l'action que dans le constat aujourd'hui, parce que c'est ce dont on va avoir besoin. Moi, je suis très content de la fréquentation encore du nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui. Il y a des gens qui ne viennent pas que du Havre. J'espère que ça va aller en s'accroissant davantage. En tout cas, moi, je travaille parce que je suis désormais officiellement l'ambassadeur de la d'Havre de Savoir. Lors de mes déplacements, de mes concerts à l'extérieur, j'essaie de toujours placer un mot pour promotionner l'association, parce que j'estime que le travail qu'ils font vient compléter tout ce que j'ai pu faire dans le cadre de mon artistique en fait. Donc pour l'instant, c'est effectivement quelque chose qui va à charge contre Médine, mais qui n'est pas suffisant pour prouver qu'il soit lui-même intellectuellement lié à ce logiciel intellectuel qu'est le fondamentalisme religieux musulman. Le deuxième truc qui est souvent reproché à Médine, c'est d'être un des disciples de Tariq Ramadan. Alors encore une fois, tout le monde, valeur actuelle en tête, ils sont champions eux, se base sur une déclaration de Tariq Ramadan. Alors attention, ça va pas durer longtemps pour ceux qui sont allergiques, je vous rassure, ça va très vite. Médine, c'est quelqu'un que je connais personnellement et de très très proche, qui suit mes enseignements et avec lequel on a beaucoup discuté. Ok, très bien, ça s'appelle un témoignage. Sauf que moi, si je décide d'être ce que je vais être dans toute cette vidéo pour un côté et pour l'autre un juge impartial, je sors mon petit maillet comme aux États-Unis, tu vois, et je dis témoin non recevable, non recevable. Bah oui les gars. Non, je veux dire, à un moment, c'est Tariq Ramadan qui parle. Pardon, excuse, il faut le croire donc. Oui, le mec qui a un rapport très ambigu avec la vérité quand même. Non, vous n'avez pas remarqué ces derniers temps, je veux dire, Tariq Ramadan a un rapport à la vérité qui est à peu près celui que l'abbé Pierre a vis-à-vis de la fraude fiscale en fait. C'est-à-dire qu'on le croit, moi non, je le crois pas Tariq Ramadan. Quand il dit qu'il est un homme de paix, ou quand il dit qu'il fait ses courses au Franprix, ou quand il dit que Médine est son disciple. Moi je le crois sur très peu de choses Tariq Ramadan quand même. Donc je trouve ça un peu faux cul de dire que ce mec fait de la taquia en permanence, mais par contre quand il dit un truc qui va dans le sens de ce que vous essayez de prouver, vous allez conclure a priori qu'il dit vrai. Si on veut savoir si Médine est un disciple de Tariq Ramadan, il ne faut pas qu'on ait une déclaration de Tariq Ramadan. Il faut qu'on ait une déclaration de Médine où il dit qu'il est un disciple de Tariq Ramadan. Et vu que la plupart des médias sont strictement incapables de faire des recherches, ils n'ont pas trouvé effectivement le seul extrait qui pourrait prêter ambiguïté. Parce qu'il y en a il y a une vidéo YouTube qui effectivement a quelques milliers de vues, qui a été vue par très très peu de gens, qui est une vieille émission dans laquelle sont invités Tariq Ramadan et Médine. Et c'est la seule intervention publique que j'ai pu trouver d'eux ensemble, et c'est cette intervention qu'on va utiliser, qui en tout cas me paraît beaucoup plus fiable que les déclarations du mythomane Ramadan, pour déterminer si oui ou non
il est un disciple ou non de Ramadan, ils sont meilleurs amis. Donc du coup on y va et on va laisser Medine parler, c'est le début de l'émission. Pour ceux qui veulent l'entendre, elle est en description de cette vidéo. D'abord juste pour rebondir sur ce que rebondit Monsieur Ramadan vient de dire, même s'il refuse un peu l'étiquette de porte-parole, je suis désolé de dire que j'ai grandi avec Tarek Ramadan, que sa philosophie m'a beaucoup orienté, donc, et comme je viens des banlieues, forcément, je prends Tarek Ramadan comme un porte-parole. Donc qu'il le veuille ou non, c'est notre porte-parole désormais. Et très sincèrement, moi j'ai grandi avec son discours, que ce soit sur cassette, que ce soit dans les bouquins. Bon, je vous cache pas que je comprenais pas vraiment tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas un cursus scolaire qui me permet de comprendre l'ensemble des mots qui sont utilisés dans ces bouquins. Mais bon, j'ai fait un peu d'effort, je me suis un peu documenté pour aller au fond de sa pensée. Et vraisemblablement aujourd'hui, c'est la personne, c'est notre référence, en tout cas, je sais, chez Dean Records. Chez Dean Records. Mais c'est pas la seule en banlieue. Non, c'est pas la seule en banlieue, mais c'est une grosse référence. Donc ça, excusez-moi, ça me paraît un peu plus sérieux quand on essaye de prouver un rapprochement idéologique entre Ramadan et Medine. Parce que là, effectivement, Medine souligne ce rapprochement. Maintenant, on va essayer de se faire un tout petit peu l'avocat du diable. Vous inquiétez pas, je vais débunker l'équipe d'en face aussi. Et essayer de mettre les choses dans leur contexte. Ah, attention! Non, je suis pas en mode gauchiste, hein. Je suis pas en train de dire qu'un discours fondamentaliste religieux était plus acceptable il y a 10 ans que maintenant. Bah oui, parce que l'émission date de 2009. Et c'est ça qui est important. Faut bien préciser qui est Tarek Ramadan en 2009. Je veux dire, à ce moment-là, Tarek Ramadan est invité à peu près partout, je veux dire, on le voit chez Tadi, on le voit dans les émissions de télé, dans les émissions de radio, il est vu comme un type qui a une pensée intéressante, qui est très peu stigmatisé en France, en tout cas, il n'y a pas de position de l'État qui le condamne, il y a des intellectuels qui le condamnent, mais dans l'opinion publique, d'ailleurs, il commence l'émission avec un petit micro-trottoir, les gens savent, soit pas qui c'est, soit deux, en règle générale, ils en disent du bien. Et oui, c'est un peu ça le délire, on est en 2009, les copains, à une époque où toute la gauche était en effet, depuis les années 90, infiltrée de l'intérieur, en tout cas c'est mon avis, par les discours des frères musulmans, mais ils les infiltraient pas en disant directement on va buter des gens, parce que c'est ça qui est important. À quoi Medine adhère? Quand il dit, alors qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit, pour moi c'est un modèle, pour les jeunes de banlieue c'est un modèle, et je pense que c'est vrai d'ailleurs, et que c'est malheureux, mais il dit, moi j'ai grandi, je lisais les bouquins, je comprenais pas. Et ensuite, je me suis intéressé au fond du texte. Alors, je me suis intéressé au texte, pardon, c'est plus important. Déjà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je l'ai lu avec des yeux d'enfant, j'y comprenais rien, et ensuite j'ai dit, oh, ce mec est génial, j'ai envie de lire ce qu'il dit. Le mec est allé avec un prisme déjà qui lui faisait voir le gars de façon positive. Bon, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Deuxièmement, il dit ensuite qu'il a lu le texte. Mais c'est pas parce que tu lis le texte que tu as compris, et encore moins lu le sous-texte. Pourquoi? Parce que j'ai pas un cursus scolaire qui me permet de comprendre l'ensemble des mots qui sont utilisés dans ces bouquins. Le problème, justement, c'est que je pense que Tarek Ramadan, comme d'autres prédicateurs religieux, font ce que l'on appelle de la taqia. C'est-à-dire que le discours qu'ils tiennent dans leur texte, le discours qu'ils tiennent à la télévision, et c'est pour ça qu'ils étaient invités, c'est pas un discours de haine, c'était un discours qui disait il faut pas criminaliser les homosexuels, il faut mettre de la République un peu partout, que l'islam soutient des valeurs droits de l'homiste et humanistes. C'était pas du tout ce discours d'arrière-boutique. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de comprendre très bien. Ils abordent dans cette émission pas n'importe quel sujet, ils abordent le sujet de l'homosexualité. Écoutez bien l'échange entre les deux. L'islam, comme toutes les autres religions, comme le Dalai Lama, dit que l'homosexualité est interdite et on ne la promeut pas. Il y a même une condamnation de ce point de vue-là. C'est une chose de dire ceci, et il faut le dire. Quand vous êtes sérieux avec les textes, vous n'allez pas faire semblant que les textes n'existent pas. Ça existe, ça. Il y a des textes qui disent ça. Une fois que vous avez dit ça, vous dites aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous condamnez, vous tuez les gens, ou vous comprenez que c'est l'acte avec lequel vous n'êtes pas d'accord et vous respectez les gens avec lesquels vous vivez. Ma position par rapport à celle-ci, elle a toujours été, je respecte les gens, mais je ne suis pas d'accord avec les actes. Ne pas être d'accord ou ne pas adhérer à ce que quelqu'un fait, mais de maintenir son respect pour ce qu'il est. Et j'espère que vous faites ça avec tous les gens avec lesquels vous vivez. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui peuvent prier 5 fois par jour, ou des gens qui jeûnent, ou des gens qui sont dans des situations où ils font des choses avec lesquelles vous pouvez ne pas être d'accord. Vous respectez. On a un principe qui est un principe directeur, c'est qu'on ne les surveille pas, c'est qu'on les laisse vivre leur vie et qu'on n'expose pas ça en termes publics. Mais c'est vrai dans la vie intime à deux, un homme, une femme, comme dans tout le reste. Donc
La modernisation de l'islam, ça n'est pas de changer une éthique pour s'adapter à ce que le monde est, c'est de maintenir l'éthique, de reconnaître la dignité des êtres dans ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Médine, Ouais. Pas vraiment, parce que je me range très sincèrement du côté des propos de Tariq Ramadan. C'est ça le nœud du problème. Vous dites oui, mais il adhère au discours de Tariq Ramadan. Bon, déjà, vous le dites pas parce que la plupart ne connaissaient pas cet extrait. Quand on voit les quelques milliers de vues qu'il y a sur YouTube, ça veut dire que tous les mecs qui s'indignent sur les internets ne sont pas allés voir cette émission-là. Et dans cette émission-là, oui, Médine, il dit j'adhère au discours de Tariq Ramadan. Mais à quel discours ? C'est ça que vous ne comprenez pas. Tariq Ramadan était invité sur les plateaux télé et ses livres étaient vendus et publiés et ne posaient pas de problème parce que les écrits, comme ce qu'il disait à l'écran, c'était pas un discours fondamentaliste, c'était un discours de il faut accepter les homosexuels, il faut un islam tolérant, un islam moderne, un islam ouvert, etc. Il te vendait les droits de l'homme et les violons. C'est à ça qu'a adhéré Médine, parce que Médine est un daron qui a grandi dans le logiciel antiraciste de gauche des années 80, qui vote Mélenchon et qui, comme toute la gauche de l'époque, s'est pris une douille par ces gars-là. Donc Médine n'adhère pas au discours radical de Ramadan, il adhère au discours de façade de Ramadan. En gros, la seule chose que vous pouvez reprocher à Médine, en tout cas sur ce point-là, par rapport à cette émission et à cette seule trace réelle et concrète de connivence qu'on a entre les deux, ce n'est pas d'être fondamentaliste. Ce que vous pouvez leur reprocher, c'est de ouvertement manquer de lucidité et de culture politique et de ne pas savoir lire les sous-textes. Pourquoi ? Parce que j'ai pas un cursus scolaire qui me permet de comprendre l'ensemble des mots qui sont utilisés dans ces bouquins. Et d'ailleurs, il n'y a aucun moyen de savoir s'il en est revenu de ce discours Médine, puisqu'il n'en parle plus. Il ne me semble pas d'ailleurs, parce que je pense que beaucoup de médias de la fachosphère, entre guillemets, El Famoso, l'auraient remarqué, il ne me semble pas, par exemple, qu'il ait... Alors vous me dites si je dis une connerie, hein, mais je ne pense pas qu'il ait participé, par exemple, aux 100 000 signataires de l'absurde campagne Free Tariq. Alors ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Au point où on en est pour l'instant, la chose que l'on peut dire, si on utilise sa capacité rationnelle et son cerveau et qu'on réfléchit, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit Médine adhère au discours des frères musulmans, soit Médine manque curieusement de culture politique et s'est fait embobiner la gueule comme une grande partie des enfants des années 80. Mais rien ne nous permet avec certitude d'affirmer l'un ou l'autre. Il faudrait faire un procès d'intention en disant « Ouais, mais il est beaucoup plus malin que ce qu'on dit ». Je sais pas. Pourquoi ? Parce que j'ai pas un cursus scolaire qui me permet de comprendre l'ensemble des mots qui sont utilisés dans ces bouquins. Donc du coup, ce qu'il nous faudrait, c'est quelque chose qui puisse être du domaine de la doctrine, du domaine de la foi, pour voir à quel niveau il va se situer au niveau de son positionnement sur certains sujets. Et il y a un troisième extrait qui tourne beaucoup sur Internet, c'est une interview de Médine dans laquelle il parle de la musique et qui est souvent repris justement pour justifier qu'il aurait lui-même intellectuellement un lien avec un discours fondamentaliste. On va écouter ça. C'est que l'avis le plus majoritaire répandu dans la communauté musulmane et depuis des générations, hein. Tu sais, c'est un débat qui existe depuis l'époque du prophète, depuis l'apparition de l'islam. Et donc c'est un débat qui est vieux comme le monde. Ce qui fait que nous, on a aujourd'hui quelques armes qui nous permettent de contrebalancer avec l'avis majoritaire. L'avis majoritaire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la musique est interdite. C'est l'avis majoritaire. Qu'il est interdit de l'écouter, qu'il est interdit de la pratiquer, que même le salaire de celui qui la pratique est impur, etc. Ça, c'est l'avis majoritaire. Or, l'avis minoritaire, qui vient contrebalancer avec ça, qui vient clairement apporter des arguments, qui vient explicitement, à l'aide de mêmes textes, la contrecarrer la majoritaire, permet de nous renseigner qu'en réalité, il n'y a pas une affirmation, la musique est haram. Ouais. Il y a un type de musique qui est interdit. Comme il y a un type de pratique sportive qui peut être interdit. Comme il y a un type de parole simple qui peut être interdit. C'est quand tu y mets de la vulgarité, quand tu y mets de l'indécence, quand tu y mets de l'apologie, etc. C'est ça qui est interdit. Dans les extrêmes, quand tu es dans le mal, quoi. Voilà. Donc la musique est autorisée à condition. Bon, là les gars, il y a un truc que je comprends pas. Vous reprochez à Médine de dire que dans certains cas, il faudrait interdire la musique quand elle n'est pas morale, et vous-même, vous dites que c'est un scandale et que donc il faut interdire Médine de se produire parce que ces textes ne sont pas conformes à la morale. Là, je pige pas trop. Par contre, là, on va faire une petite pause, les amis, et on va rentrer en mode Fox Mulder. C'est-à-dire qu'on va regarder un petit truc auquel les gens n'ont pas forcément fait attention, mais qui figurait au début de la vidéo, et que je vais vous révéler maintenant.
Donc je vais te laisser répondre. Moi j'ai vu la dernière fois, j'ai vu une vidéo. Ouais. Vous t'expliquer. T'étais avec, bon je me rappelle plus de son place. Avec Monsef Zenati. Ok. C'est mon professeur. D'accord. Et c'est là où je me suis dit, merde. Oui, je me suis dit, c'est foutu. Parce que là, tu as le nom du maître spirituel, du mec qui est derrière. Tu as le nom du maître Jedi. Et là, soit tu es sur du Obi-Wan Kenobi, soit tu es sur du Palpatine. Et bah, je reprends des références que les gens comprennent, hein, parce que là, forcément, c'est une question d'islam, les gens n'y connaissent rien en réalité. Donc là, pour vous situer où on en est, tu flippes un peu. Tu vois le nom du gars, tu te dis ça peut venir de Daesh, ça peut venir d'un truc soufi du XIIe siècle, je sais pas sur quoi on est. Si ça se trouve, le mec, c'était un pote à Ibn Arabi, mais en fait, non, si ça se trouve, le mec, c'est un connard au Moyen-Orient. Ou alors, si ça se trouve, le mec, il tire un kebab. Tu sais pas où tu te situes. Toi, t'es un mec de base, tu te dis Google va me faire très peur. Tu rentres le nom du mec et tu fais entrer. Bah là c'est raté. Ah bah oui, c'est complètement raté parce que là je suis tombé sur une vidéo donc de El Famoso qui s'intitule Les Yazidites, les adorateurs de Satan. Et là je sens que aïe, on va pas être copains. Tu vois, autant sur Tariq Ramadan, j'arrivais pas à faire le lien de façon concrète. Là je me dis, si lui là, c'est ton maître spirituel, on est du côté obscur de la force, camarade. Parce que là, le titre, déjà, il pue la merde. Hein, ouais. Non, je suis très branché sur l'interreligieux. D'ailleurs, le titre, il puait tellement la merde que vous l'avez changé. Tu vois, toc, c'est magique. Donc là, je commence à voir peut-être un début de takia. Bon, là, je vais sur un truc un peu pointu, les yézidis. Mais je me suis fait suffisamment traiter de mécréant par nos amis gens sunnites des internets, parce que j'étais un franc-maçon païen, gnostique de je ne sais quoi, qui a fait, oh là là, une vidéo sur Aleister Crowley. Donc là, je vais me marrer. Ouais, je connais particulièrement bien la question des héritages païens dans les religions abrahamiques, et nos amis yézidis en étant une merveille d'exemple. Je suis particulièrement pointilleux sur leurs questions. Alors, comme tout le monde, j'ai pu lire que la moitié des livres sacrés, puisque l'autre moitié est inaccessible aux non-yézidis, et eux, tu vois, ils s'appellent pas Google, mais étrangement, ils ont un concept de droit d'auteur, camarade, j'ai pas trouvé un PDF. Mais c'est pas grave, donc je connais un peu le truc, c'est absolument magnifique. Donc on va voir comment il en parle, même si le titre d'origine me faisait un peu peur, alors c'est pas grave, on est sur 24 minutes, donc c'est on y va tranquille. Il nous reste un groupe donc, qui existe aussi de nos jours, qui s'appelle les Yézidis, ou les adorateurs de Satan. Donc toujours, ça c'est dans les groupes ésotériques. Aïe, là ça commence mal. Tu vois, les adorateurs de Satan, t'as perdu une vie. Mais c'est comme dans Hugo Délire, c'est pas grave. T'en as 3, tu prends ton temps, on a 24 minutes de rail à taper. Bon, tu t'es planté, tu connaissais pas les touches. Mais là, le côté, les Yézidis, les adorateurs de Satan, tu vois, en fait, vous avez changé le titre. Ça sert à rien, parce qu'au bout de 3 secondes de la vidéo, ça apparaît. Donc c'est complètement con. Alors, lorsqu'on parle des groupes hétérodoxes ici de l'islam, ça ne veut pas dire qu'on a considéré les alaouites ou yézidis comme musulmans. Ah, El Famoso alaouite, on n'arrive pas loin de la Syrie, tout ça. Je te laisse continuer. T'as failli tomber dans le trou, mais on continue tout droit. Mais tout simplement parce que c'est des groupes qui ont vu le jour dans le monde musulman. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on les considère comme musulmans hétérodoxes. Ceux-là, c'est même plus musulmans hétérodoxes, c'est complètement sorti du cercle de l'islam. Complètement, ceux-là. Ceux-là, ils sont non musulmans. Aïe, ah là, oui, là, c'est mal parti. Et oui, tu viens de reperdre une vie, camarade, en disant que, malheureusement, les yézidis n'étaient pas considérés comme musulmans dans le monde musulman, et non, dans le monde sunnite. Là, ça commence à prendre une orientation. Parce que chez les chiites, justement, les yézidis sont considérés comme une branche déviante de l'islam, mais considérés comme une branche de l'islam, justement, apparue au XIIe siècle, et qui a réintégré des éléments pré-islamiques à l'islam, ce que les chiites assument bien sûr beaucoup plus que les sunnites. Donc, les Yézidis, il s'agit d'un groupe déviant apparu en 132 de l'Hégire, suite à la chute de l'État omeyyade. Au début, comme nous avons dit dans l'introduction, c'était un mouvement politique au départ, qui visait à rétablir les gloires des Omeyyades. Mais le contexte et l'ignorance a fait dévier ce groupe au point de révérer Yazid ibn Muawiyah
et Iblis. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est terminé, camarade, il reste plus de vie. Karen Cheryl, elle dit d'aller te faire enculer et elle porte pas le voile en plus. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. Non. Alors, pour ceux qui sont pas experts en théologie, hein, genre les tronchambiais qui passeraient par hasard, tout ça, je vous explique. Ce qu'il vient de dire, c'est à peu près à la théologie ce que la Terre plate est au domaine scientifique. C'est-à-dire que là, tu viens de résumer une doctrine millénaire qui témoigne justement de la multiplicité des courants païens qui se sont infiltrés dans le monothéisme abrahamique, enfin bon bref, quelque chose qu'on peut considérer comme étant une tradition spirituelle à part entière, dans lequel en fait Dieu a créé le monde, enfin un petit cours de théologie yézidi, mais il ne l'administre pas dans sa totalité puisqu'il y a 7 anges, hein, dont à la tête d'entre eux il y a l'ange qui est la figure principale justement de vénération de la doctrine yézidi. Bref, il y a l'histoire de perles, enfin c'est tout un bordel, on s'en fout, hein, mais c'est pas Iblis. Là, ce que tu viens de faire, c'est une version moderne du curé du Moyen-Âge qui te disait « Oui, les nègres, bah, ils vénèrent Satan, et puis voilà, avec des cornes, tout ça. » Tu viens de nous faire exactement la même. Là, tu vois, ça me poserait pas de problème et ça me ferait doucement rigoler si justement il n'y avait pas une petite question de génocide qui était derrière, qui a été pratiquée par les musulmans, des musulmans diront certains, mais en tout cas par des individus qui se réclamaient d'une foi qui n'a pas l'air très éloignée de la tienne. Et le problème, c'est que ça continue aujourd'hui, que quand je vois des gens qui se font cramer à l'intérieur des pneus et que je vois les discours que tu tiens, ça pue quand même la merde. Parce que là, tu vois, on a tous les clichés. Un, ce sont des déviants. Alors, le coup classique du jugement moral. 2, tu nous expliques que c'est un groupement politique, hein, avant d'être un groupement religieux, ce qui est le bel argument, je peux te le dire en tant qu'Arménien par exemple, hein, qui est souvent utilisé pour justifier les génocides, on est en plein dedans. Et troisièmement, tu nous balances forcément le coup du « il vénérait Shaitan », bon là c'est absolument n'importe quoi. Quand tu commences à mélanger, moi je juge sur un critère qui est fondamentaliste religieux ou pas, c'est ceux qui estiment que la raison, la science et l'histoire doivent être inféodés à la réalité religieuse. Moi j'ai pas de problème, je suis chrétien et depuis saint Augustin, la Bible n'est pas, contrairement à ce que pensent les gens, considérée comme un ouvrage ayant une valeur scientifique et ce n'est pas comme telle qu'elle doit être jaugée. Néanmoins, si tu considères à un moment ou à un autre que la réalité empirique et constatable, hein, est quelque chose qui n'est pas vrai parce que ta foi dit autre chose, tu es un intégriste religieux. Et là c'est le cas. Non, il n'y a aucun texte, aucune trace à l'exception de vos délires qui puissent à un moment dire à un moment qu'à un moment ou un autre les yézidis eussent été ou vénéreront à quelque moment que ce soit la figure abrahamique du diable que vous avez décidé d'incarner à un moment de l'histoire comme étant Iblis ou le Shaitan ou d'autres concepts, comme il y a eu d'autres concepts de l'adversaire dans les religions chrétiennes. Et avant la religion chrétienne, il y a un truc qui s'appelle la Genèse, et dans la Genèse, c'est une autre religion qui, elle, va chercher ses sources dans Gilgamesh, qui est pas très loin de Noé et du déluge. Bref, ça s'appelle l'histoire. Si vous avez décidé que ça, c'était de la merde, c'est votre problème. Mais là, ce mec-là, c'est un putain de fondamentaliste religieux qui est en train de justifier un génocide, et ce mec-là, si c'est ton maître spirituel, il y a un gros problème chouchou. J'avais pas du tout envie de donner le point à la team facho, tu vois, mais là, je suis désolé, t'as perdu le point. Et il place vraiment les Yézidis complètement à part, hein, donc à part du reste de l'humanité. Hors humanité? C'est vrai? C'est ce que tu viens de dire, ils sont hors humanité. Ah oui, non, mais c'est vrai, il y a des gens qui les considèrent hors humanité, comme Daesh, par exemple. Alors, les Yézidis croient en un Dieu suprême, créateur de l'univers, mais ce dernier ne le gère pas. Il y a Dieu, donc, créateur suprême, mais il ne gère pas l'univers. Il a confié cela, il a délégué la gérance de l'univers à Iblis. C'est Iblis, c'est chaud. Hein, il a délégué ça à Iblis, à Satan. C'est vrai, c'est chaud, ah ouais, c'est chaud. T'as vu, c'est chaud, t'as vu les koufars, ils veulent le shaitan, wallah, je te jure. Qu'est-ce qui t'arrive, j'en citais? Mais ferme bien ta putain de gueule. De quoi tu parles? Ils vénèrent pas le shaitan, ils vénèrent pas Iblis, et ils n'ont pas, Dieu n'a pas remis dans la religion yézidi les commandes du monde à Iblis. Non. Il l'a remis, encore une fois, à une assemblée de 7 anges. Et oui, ils ont repris le septénaire traditionnel des religions païennes. Oh là là, vous aimez pas ça. Ah, vous aimez pas ça. Et je sais que ça t'énerve, enculé. Donc là, on va être clair. Médine, si ce type-là, c'est ton professeur, il y a 2 options. Soit t'es pas au courant de ce qu'il dit, soit t'es au courant, et alors là, t'es comme lui. T'es la dernière des crevures.
Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais débunker les arguments de ceux qui sont pour la représentation de Made in au Bataclan. Je parle pas d'Obono et de Kassovitz et de toute la clique que je laisse à leur délire. Je parle des gens qui ont réellement essayé de voir le réel en face et de poser des arguments pour justifier sa venue au Bataclan. Et là aussi, aucun de ces arguments ne me paraît recevable. Premier argument, c'est l'argument du fameux Jean gauchiste. Alors, il y en a tellement sur Twitter que je vais essayer de vous le résumer. Mais non, mais moi aujourd'hui, je vais te dire, je suis un citoyen français, laïque, de gauche et fier. Et je suis honoré justement que mon pays n'ait pas cédé à la haine. Et je trouve que c'est une fierté aujourd'hui que la salle du spectacle du Bataclan accueille toutes les idées politiques dans leur diversité la plus totale. Et là, tu remontes un tout petit peu le fil Twitter du mec d'il y a 2 ans. Ah, mais Dieudonné, il faut l'interdire, il faut pas qu'il se présente, il faut pas qu'il puisse être dans des salles, c'est la haine, mon grand-père. Bah ouais, les gars. Ça, c'est génial, savoir tous les gens gauchistes qui ont craché à la gueule de Dieudonné au nom du progrès, qui sont maintenant en train de nous expliquer, au nom de leur tolérance et de leur universalisme, que Made in, lui, par contre, a le droit de se produire. Les gars, je veux dire, c'est soit Dieudonné se produit et Made in se produit, soit aucun des deux se produit. Mais à un moment, le 2 poids 2 mesures commence à se voir légèrement. Vous avez quoi à m'opposer comme contre-argument, pardon, hein, que quoi? Que Dieudonné, ouais, mais c'est dangereux, il faisait des quenelles. Ouais, figure-toi que Made in aussi. Après, il y a la variante, il y a aussi, oui, non, mais il y a un risque de trouble à l'ordre public avec Dieudonné. Ah oui, c'est vrai, Jean Valls. Bah, excuse-moi, mais quand je vois certains soutiens de Made in sur Internet, je me dis que des troubles à l'ordre public, il y en a pas mal ici aussi, hein. Quand toutes les cités qui entourent Paris vont descendre pour défendre le concert de Made in, ça va vous faire bizarre, je vous le dis. Préparez-vous parce que ça va pas être la même musique que sur Twitter. Là, ça va être la vraie vie et vos insultes islamophobes, elles vont pas passer. Tu sais, avec la petite photo du mec qui est prêt pour la ratonnade. Voilà, j'ai pas véritablement besoin de l'avis d'un préfet pour comprendre que ça, c'est un risque de trouble à l'ordre public. Tiens, allez, je t'en balance un autre de tweet. Oh, soit tu mens, vieille chienne facho, soit tes enfants sont atteints de l'homosexualité. Vache, ça c'est... Tu vois, là, c'est le genre de tweet où tu vois toute la limite du logiciel gauchiste des années 80. Les mecs ont bien intégré le ouais, facho, faut dire fasciste, c'est ça, fasciste, ouais, fasciste, hein, ouais, regarde, ils ont l'homosexualité, c'est des âmes. Tu vois, vous avez pas réussi à imposer à ces mecs-là le pas d'amalgame jusqu'au bout, la chancla. Il y a un moment, ça a raté avant la fin. Ils ont bien compris le côté anti-facho, par contre, le côté l'homosexualité, c'est cool, ils ont encore un tout petit peu plus de mal. D'ailleurs, avant de passer à l'argument suivant, hein, que je vais également débunker, je vais faire une petite parenthèse pour dire que quand je me moque des gens gauchistes, je n'inclus pas dans ceux qui défendent ce discours les survivants du Bataclan. Hein. Eux ont depuis longtemps compris qu'il s'agissait avant tout d'une gigantesque récupération politique bien opportuniste de la part de nos politiciens, pour changer, et pour beaucoup d'entre eux, ils ont fait savoir publiquement qu'ils étaient pour que Made in puisse quand même se produire au Bataclan au nom de la liberté d'expression. Deuxième argument donc de ceux qui sont pour la venue de Made in justement au Bataclan, est le fameux argument du Bertrand Cantat. Je me demandais jusqu'à hier encore pourquoi tout le monde me parlait de Bertrand Cantat, mais en effet, Bertrand Cantat, merci à l'abonné donc qui me l'a rappelé dans les commentaires, se voit interdire des salles en ce moment, hein, et donc les gens forcément disent ah bah ouais mais il y a un 2 poids 2 mesures, ça n'a strictement aucun rapport. Bertrand Cantat est un salaud qui a tué sa femme à coups de poing parce qu'il était un toxicomane, ok? Est-ce que à un moment ou à un autre dans ses textes, dans ses prises de position, il a pu laisser sous-entendre qu'il trouvait que ce comportement était normal, ou qu'il pouvait pousser les gens à le suivre, ou qu'il faisait, comme pour Made in, des textes qui pouvaient être interprétés comme favorables à la violence? Non, il a passé son temps sur les plateaux télé à dire qu'il s'excusait, à tel point d'ailleurs que certains lui ont reproché en disant que c'était indécent. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais là, c'est votre argument, il n'a aucun rapport. Je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté dans les textes de Cantat, indépendamment du fait que ce soit quelqu'un qui, oui, puisse être vu comme un sale type. Il n'y a aucun moment dans ces textes où il fait l'apologie des actes qu'il a pu commettre. Et puis c'est surtout que c'est complètement hors sujet. Je veux dire, à un moment, Bertrand Cantat ne s'est jamais retrouvé dans une situation où il pouvait se produire dans une salle où ce qu'il pensait, son idéologie qu'on lui prêtait ou qu'il avait vraiment, ou les actes qu'il a pu commettre, aient pu poser un problème particulier et spécifique vis-à-vis de l'endroit où il jouait. Hein. Personne n'est là pour interdire Made in de concert en France. Les gens sont juste là pour dire pas dans cette salle. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, hein, je dis ça, je dis rien, même si je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo quant à ce que je pense du fait que oui ou non Made in doit-il se produire au Bataclan, et je veux que ce soit la conclusion de la démonstration. Une chose est sûre, en tout cas, s'il y a un mec qu'il faut virer de l'équipe, c'est le tourneur. Non, sans déconner, c'est qui le mec qui a fait le booking?
Je veux dire, c'est Jean Progras, c'est qui le gars? Je veux dire, c'est Daniel Obono, elle s'est planquée en mode non mais c'est bon, il n'y a aucun problème. Je veux dire, ça ressemble à quoi ces journées de travail? Bon les gars, on en est où là, je veux dire, sur les prochains concerts, hein? Comment ça patine? J'en ai rien à foutre que ça patine. Je veux dire, le concert de violoncelliste Ashkenaz là qu'on voulait faire là, ouais, à Téhéran alors. Comment ça, il y a des problèmes avec l'administration? Mais ça fait chier aussi. Déjà que la semaine dernière, on s'est pris un four, si je puis dire, sur le concert de Légion 88 qu'on voulait organiser à Auschwitz. Je veux dire, j'en ai marre, les gars. Je veux dire, ça bosse pas dans l'équipe. Le troisième argument, du coup, c'est l'argument de c'est un lieu de concert et non pas un lieu de mémoire. C'est-à-dire que, bah ouais, non, mais les gars, c'est bon, on n'est pas au mémorial de la Shoah. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est une salle de concert. Les gens sont là pour jouer. Oui, non, mais là, cet argument, il est complètement fallacieux puisque c'est le fameux argument du faux dilemme. C'est-à-dire que ces gens-là t'obligent à choisir entre est-ce que c'est une salle de spectacle ou est-ce que c'est un lieu de mémoire? Non, les gars, ça peut juste être les deux, en fait. Ça peut être un lieu qui, au vu de ce qui est arrivé, est un lieu particulier, un lieu plus que jamais unique dans lequel tout peut-être ne peut pas se faire et que ça peut effectivement être à la fois une salle de concert, mais aussi à la fois un lieu de mémoire dans lequel on ne peut pas produire tout et n'importe qui. Et le dernier argument, c'est ceux qui nous disent « Ouais, mais son album, il s'appelle pas Djihad, il s'appelle Djihad, le combat est avant tout contre soi-même. » Oui, d'accord. Alors, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est une référence à Averroès et au djihad intérieur, une tradition musulmane pacifiste, ancrée dans 1000 ans de tradition et d'histoire. Il y a dessus, il n'y a pas de problème, dont Médine semble se revendiquer. Alors là, j'ai envie de dire, les gars, c'est pas parce que c'est marqué sur l'affiche que c'est conforme au produit qui est à l'intérieur de la barquette. T'as bien compris. J'ai donc décidé de me pencher un peu plus sur l'œuvre de Médine et regarder s'il y avait des choses à l'intérieur qui justifiaient ou défendaient ouvertement le djihad armé ou le terrorisme. Et j'ai remarqué plusieurs choses. Premièrement, Médine est revenu lui-même sur la chanson Donc laïque, a posteriori, qu'il estime lui-même qu'il n'aurait pas dû faire tant elle était inaudible et agressive. Deuxièmement, je constate qu'à chaque fois que Médine a abordé ouvertement le sujet du djihad dans ses chansons, il a fait l'apologie d'un djihad non armé et d'un djihad spirituel. Certains pourront dire que c'est une gigantesque escroquerie, la question ne se pose pas, en tout cas c'est le discours que lui-même tient. Troisièmement, puisqu'on en est à parler des attentats, je rappelle qu'il a réalisé une chanson sur les attentats du Bataclan et qu'il a également réalisé une chanson sur les attentats du 13 novembre. Et dernier point enfin, et qui est pour moi l'un des plus importants, je rappellerai que c'est sa critique du djihad armé qui lui a valu d'être mis sur une liste de personnalités à abattre par Rachid Kassim de l'État islamique et qu'il figure aujourd'hui sur une liste de personnalités à abattre par l'État islamique. Encore une fois, ça ne veut absolument pas dire que Médine est un chic type, ça veut juste dire qu'il n'est pas le meilleur ami de cette organisation. Dans son dernier album, sorti en avril dernier, Médine rend hommage au Bataclan et dit toute son admiration pour cette salle de concert. Maintenant, c'est le moment des contre-arguments et je vais contre-argumenter les arguments que je viens de défendre. Donc, tu vois, je fais le truc pour tout le monde. Voilà, je pose toutes les valises, après les gens se servent, vous faites votre petite tambouille. Je constate quand même deux choses. Cette chanson, donc laïque, qu'il regrette, il l'a écrite une semaine avant les attentats du Bataclan. Je me demande si il l'avait sorti dans un autre contexte, s'il se serait excusé ou s'il l'aurait regretté de la même manière. Je me demande si c'est pas finalement les attentats qui l'ont poussé à l'autocritique et pas l'autocritique qui est venue naturellement. Encore une fois, ça peut être un déclencheur, et encore une fois, je ne sonde pas les cœurs et les reins, je ne peux pas le savoir. Par contre, ce qu'on peut se demander, c'est si, bien qu'étant revenu sur cette chanson, il continue à la jouer aujourd'hui. Et ça, étant donné que je ne suis pas la carrière de Médine, je ne peux pas le savoir. Mais peut-être que des gens qui sont plus à l'affût peuvent me dire dans les commentaires si oui ou non il continue à jouer cette chanson. La deuxième chose que je constate, c'est que sa chanson sur le Bataclan, même si j'ai vu beaucoup de gens sur les internets en faire tout un pataquès comme quoi elle était géniale, je suis désolé, mais moi le seul truc que je vois, c'est un mec qui répète dans tous les couplets que son grand rêve de gosse c'était de faire le Bataclan et que juste il est vénère parce qu'il peut plus le faire. Et ça, personnellement, j'en ai pas grand chose à foutre. À aucun moment de la chanson tu n'abordes la question des responsabilités ou des auteurs. Je veux dire, c'est moi si demain je fais une chanson sur le Veldiv et que en fait je parle juste de la boulangère qui a changé d'adresse, du chat de la mère Michu et de la nouvelle cure thermale qui s'est installée là. C'est pas une chanson sur le Veldiv en fait. C'est une chanson, oui, d'accord, sur le bled, mais pas sur le sujet. Tout ce que je voulais faire c'était le Bataclan. Le Bataclan. Je pense que le véritable problème des textes de Médine, ce n'est pas que ce sont des textes fondamentalistes. Le problème des textes de Médine, c'est que ce sont des textes anti-républicains. Quand il dit dans sa chanson « Ils n'ont ni Dieu ni maître à part Maître Canter, je scie l'arbre de leur laïcité avant qu'on le mette en terre, Marianne est une fémène tatouée fuck God sur les mamelles, où était-elle dans l'affaire de la crèche ?» C'est nul. C'est nul à chier. Ce n'est pas un discours fondamentaliste, c'est un discours
qu'on connaît très bien, que j'ai vu émerger dans les cafés à chicha dès la fin des années 90 avec le livre jaune et toutes ces conneries. C'est un discours qui est très complotiste, c'est un discours dans lequel c'est toujours la faute de la République, c'est jamais la faute de l'islam, c'est la faute des sionistes, c'est la faute de l'extrême droite, et si pas l'islam, et c'est jamais l'islam, et qu'en général quand on veut expliquer pourquoi c'est la merde, il suffit jamais de regarder très loin d'Israël. Religion pour les francs-maçons, catéchisme pour les athées, la laïcité n'est plus qu'une ombre entre l'éclairé et l'illuminé. Tu vois le truc? C'est super lourd. Alors je sais, là tu vois, je vais faire un petit instant débunkage franc-maçonnerie, parce que je sais que j'ai tous les gens conspi, et là je dis ça juste pour rigoler, pour taquiner un petit peu, hein, qui vont me dire « Ah bah ouais d'accord, ah, super, Greg Tabibian qui nous refait le coup du franc-maçon ». Oui, parce que j'ai dit dans une interview que j'avais été franc-maçon, et c'est vrai que je l'ai été à la Grande Loge Nationale Française, et je dis mais tu connais pas, t'as pas les grades, je suis Knight Templar, ok? Je suis Templier, théoriquement. Donc les questions d'islam, déjà, je t'encule, j'ai une expertise. Non, au-delà de la plaisanterie, j'ai quitté cette organisation parce que je n'en partageais pas les idées. En tout cas, je ne partageais pas l'orientation de ce rite. Et c'est pas la question du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que je vais donner un contre-argument à tous ceux qui disent « Ouais, la laïcité, c'est l'enfant de la franc-maçonnerie. » Ce qu'il dit est vrai. C'est faux. La laïcité, c'est pas l'enfant de la franc-maçonnerie, c'est l'enfant du Grand Orient de France. Et je vais vous poser juste une question. Au même moment, d'ailleurs, où il y avait la Révolution française, il y avait un monsieur qui s'appelait Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, c'est qui? C'est le théoricien de la contre-révolution. C'est lui, c'est-à-dire livre de chevet de tous les maurassiens, de tous les barétiens, c'est Joseph de Maistre. On est bien d'accord? C'est une base pour tout le monde. Quand tu rentres en maçonnerie, tu lis Joseph de Maistre. C'est un des seuls mecs qui a le CBCS, le grade de chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, et ils sont 200 les mecs. On est bien d'accord. C'est pas une blague, le mec il déconne pas, il a posé les bases du truc. Il est juste la démonstration, c'est-à-dire que vous dites c'est l'esprit de la révolution, et pourtant le théoricien de l'anti-révolution, c'est un des piliers idéologiques de la franc-maçonnerie. C'est un mec qui à ce moment-là était en Angleterre, voulait revivifier le RER de Villermoz, le rite écossais rectifié, pardon, et qui voulait réimposer l'obligation d'être chrétien, et encore je précise, pas protestant. Tu vois, pour ceux qui sont dans le délire protestantisme, machin, judaïsme, infiltration, ceux qui partent là-dedans, catholiques ou orthodoxes. Donc, arrêtez de délirer. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand je vois le texte là, oui, c'est une chanson, faut grossir le trait, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression de voir un discours beaucoup moins fin, un truc qui part sur les Illuminés de Bavière, alors que les Illuminés de Bavière et la franc-maçonnerie, il n'y a pas de lien, quoi que t'en dises. Et même si tu veux quoi, je te balance un spoil qui est dans aucune vidéo conspi. Tu le veux, le grade d'Illuminati? C'est le 8e et le 9e de l'Ordo Templi Orientis. Illuminé mineur, illuminé majeur. Donc, faut aller chercher chez Crowley si tu veux le trouver, le rite d'initiation. Voilà, bref, c'est pour montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que là, encore une fois, j'ai pas l'impression de voir ce discours nuancé. J'ai l'impression d'entendre ce énième délire sur voilà, la franc-maçonnerie et les Illuminés de Bavière qui mélange un petit peu tout. Et je vous rassure, vu que je suis un homme de parole, on va faire un live où ensemble on va répondre à ces questions-là. Et peut-être que ce sera le sujet du prochain off, justement, parce que je vais essayer de porter mes couilles sur ce genre de sujet. Bref, revenons-en au cœur de cette vidéo. Et le problème, en fait, je pense qu'il y en a pas mal qui se mordent la queue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la droite dure, qui sont aussi, comme Médine, des anti-républicains, qui ont une dent contre la franc-maçonnerie, qui croient au délire autour des Illuminés de Bavière, et qui sont justement dans l'incapacité de critiquer cet aspect anti-républicain de son discours, parce qu'ils sont eux-mêmes en adéquation avec cette partie-là de son discours, et qui donc préfèrent porter le focus sur le côté islamiste, où là, pour le coup, on n'a encore une fois aucune preuve. Aucune preuve dans le discours, je sous-entends. Les accointances, on reviendra là-dessus à la fin de la vidéo. J'avais vu un commentaire sur Twitter qui disait aurait-on laissé chanter un rappeur identitaire? Je veux éventrer du Muse. Oui, non, mais déjà, il a jamais dit éventrer, il a dit crucifier. Bon, après, le résultat est le même. Hein, c'est comme dans le sketch de Dieudo. Hein, si tu te mets une bûche de 50 dans le fion, le résultat est exactement le même. Néanmoins, je vais te poser un contre-argument. On n'aurait jamais laissé non plus un musulman dire qu'il fallait crucifier les chrétiens ou les juifs. Ceux qu'on a le droit de crucifier dans des chansons, ce sont les laïcs. Et c'est ce discours anti-laïque qui est problématique, mais le problème c'est que beaucoup de ceux qui le critiquent sont aussi opposés à la laïcité. Son discours n'est pas un discours islamiste, son discours ne peut même pas être récupéré, je le pense, pour faire l'apologie du terrorisme, sinon les mecs de Daesh ne l'auraient pas mis sur une liste. Par contre, son discours, même s'il ne l'est pas, même s'il ne peut pas être récupéré comme tel, je pense par contre qu'il peut être entendu comme tel. Et que, effectivement, certaines personnes peuvent comprendre ce texte d'une façon-là. Mais c'est exactement la même chose que pour Dieudonné, en fait. Tu peux l'entendre de la façon dont tu veux.
Et d'ailleurs, je vais illustrer ce que je dis avec un exemple auquel personne ne pense et qui illustre pour moi le manque de recul total de Médine. En 2015, il sort une chanson qui s'appelle Don't Laïque où il critique la laïcité. Beaucoup de gens voient dans l'œuvre de Médine une critique de la laïcité française. Mais non, en fait. Qui vous dit qu'il parle réellement de la France? Moi, je vais vous donner une autre façon dont des jeunes peuvent entendre ce discours-là. Parce que mon petit Médine, et je vais me permettre de tutoyer. Commence à me parler poliment. Quand tu fais une chanson en 2015 qui critique ouvertement la laïcité, le problème, c'est pas que tu insultes la France ou que tu aurais insulté la France, comme le voient les identitaires. C'est qu'il y en a un autre de pays laïques auquel on pense jamais, que les mecs qui vont faire le djihad n'aiment pas trop, qu'ils ont envie de buter jusqu'au dernier. Ça te dit rien? La Syrie. Oui, en 2015, quand on voit ce qui se passe là-bas, c'est Bachar, et que tu nous fais un discours qui va critiquer la laïcité, sans aborder ce problème-là, c'est totalement irresponsable. Parce qu'il existe ce discours. Espérons que tu ne le connaisses pas. C'est ce discours de certains jeunes qu'on entend qui partent faire le djihad, ou même qui partent pas faire le djihad, mais comment ça parle de Bachar à certains endroits. Tu sais, Starfullah, hein, c'est des koufars. Starfullah, ils boivent de l'alcool, comme tu dis dans la chanson. Starfullah, c'est des alaouites, c'est des chiites. Hein, c'est des laïcs, en fait. Ben oui. Tout ce que tu dis, on peut aussi le reprocher là-bas. Et en 2015, pendant que les mecs, avec le soutien de la France, on va être cash, partaient faire le djihad en Syrie avant de revenir toucher la CAF, toi, tu balançais ça sur les ondes, une critique de la laïcité à ce moment-là, alors qu'on déstabilisait le seul régime laïque du Moyen-Orient qui restait. Bravo, mon gars. Et c'est là que Médine aura totalement raison de me répondre que oui, ok, il a fait cette chanson, mais il a expliqué à la base, c'est vrai qu'il l'a expliqué que cette chanson a été mal comprise et qu'il s'agissait en réalité d'une caricature telle que les recruteurs de l'État islamique l'adressent de la laïcité. Sauf que tu as reconnu toi-même que bon, ton texte était inaudible, et inaudible, c'est pas simplement les sons qui sortent de l'enceinte, hein, c'est aussi la façon dont on peut comprendre certains textes, mais que bref, c'était raté et que tu étais allé trop loin. Mais effectivement, quand tu produis quelque chose, que les gens ont des interprétations de ce texte et que l'auteur du texte te dit a posteriori, non, ce texte, il fallait l'interpréter comme ça, bah, t'es obligé de lui faire confiance, parce qu'il ne l'a pas dit a priori, mais d'un autre côté, s'il l'a quand même dit, ça veut dire, voilà, j'assume quand même que mon texte a cette dimension-là, donc je pense qu'on ne peut pas te le reprocher. Et de toute façon, c'est pas important, parce que le problème, encore une fois, et on pourra en parler pendant des heures, il n'est pas dans les textes, il est dans les gens que tu fréquentes, gars. Parce que, tu vois, que ce soit le fondu sur le jean ou Tariq Ramadan, c'est quand même souvent pas très clair, quoi. Il faut, moi, par exemple, une des choses que je n'arrive pas à comprendre quand on discute et qu'on débat, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, il a défini l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas des personnes, hein. Ce n'est pas des personnes, l'ennemi. Il a défini l'ennemi, ça. L'ennemi suprême, c'est Shaitan, ça. Il a défini l'ennemi. Il a défini ceux qui étaient les alliés de l'ennemi. C'était clair, ça. Aujourd'hui, je voudrais bien qu'on se pose la question. Aujourd'hui, c'est quoi l'ennemi? C'est qui l'ennemi? L'ennemi, c'est l'Occident. C'est quoi l'ennemi? C'est quoi? C'est les Occidentaux? C'est quoi? C'est les gens qui sont en face? C'est les salafites? Hein, qui travaillent pour l'ordre libéral, comme disait Tarek. Qui est l'ennemi aujourd'hui? C'est quoi l'ennemi? Moi, on a un véritable problème. Il faut nommer les choses. Qui sont nos ennemis et qui sont ceux qui soutiennent l'ennemi? C'est pas pour avoir un discours binaire, eux et nous, parce qu'en fin de compte, l'ennemi, on voit bien, et quand le professeur Sam lui-même l'a bien compris, s'il a refusé de prendre le pouvoir de... Je deviens long, ça y est? Non, pas du tout. Quand il a refusé... J'aimerais que tu dises qui est l'ennemi, quand même. Tu vas nous dire, quand même. Non, c'est pas comme ça, parce que c'est... Non, ça... Non, c'est pas comme ça. Si le professeur sallam a refusé de prendre... Celle-là, je crois que c'est ma préférée de Tariq, moi. C'est pas lui qui jacte, hein, mais il se marre, il est là, t'as vu, il troll un peu. Vas-y, dis-le. Arrête, tu sais très bien que le mec de l'Action française, il aura des couilles, il l'aura lâché lui au moins le blase. Non, c'est con, hein, 28 minutes pour craquer à 1 mètre de la ligne d'arrivée, comme ça, comme une petite chatte. Non, je vais pas le dire, c'est bon, les gens ont compris. Porte tes couilles, merde. Tu vois, encore une fois, je dis pas que c'est le discours de Médine, on n'en sait rien. Je dis qu'il y a... T'as quand même des modèles de merde, mec. C'est maintenant le moment de conclure cette vidéo et je vais le faire en essayant d'avoir le parti le plus objectif possible, vous donner mon avis au vu de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo.
Premièrement, je reste persuadé que dans ses textes, Médine ne fait absolument pas l'apologie du terrorisme. Il critique toutes les religions. Les interviews montrent de lui l'image d'un gars relativement simple qui aime le Seigneur des Anneaux, les glaces à la framboise, qui vote à gauche. Et j'ai pas véritablement l'impression qu'on soit face à un logiciel fondamentaliste dans ses textes. Je maintiens également qu'à aucun moment il n'a fait la promotion du djihad armé sous quelque forme que ce soit, et bien au contraire par contre, il y a des preuves comme quoi dans ses textes, il a ouvertement critiqué ce djihad armé, et que pour cela, il a été mis sur une liste de Daesh et qu'il en a payé les conséquences. Enfin non, il n'en a pas payé les conséquences, ceux qui en payent les conséquences, ce sont ceux justement qui se prennent des balles, des camions ou des Boeing dans la gueule. Et que ce soit dans les pays occidentaux ou que ce soit au Moyen-Orient, je rappelle, où c'est là qu'il y a le plus de victimes de l'État islamique. Ce que je constate par contre, c'est que bien que les textes de Médine soient qualifiables de pacifistes, et en tout cas avec certitude ne font pas l'apologie du djihad armé, les fréquentations qu'a Médine par contre, elles, et particulièrement le dernier fondu qu'on vient d'entendre, ne me semble pas véritablement en adéquation avec le discours qui tient. Il y a un moment, je pense que Médine, il faut choisir entre le discours oui c'est génial, la tolérance, les droits de l'homme, les homosexuels ils sont comme tout le monde, c'est super, et les yézidis sont en dehors de l'humanité. Alors vu qu'il y a un gros problème de dissonance entre ce qu'il dit et les gens qu'il revendique comme étant ses mentors ou ses professeurs ou ses modèles d'identification, parce qu'encore une fois, si ce n'était que des fréquentations, ça ne me poserait pas de problème. Là où il y a une véritable dissonance, il va falloir l'expliquer en fait. Et vu que je ne sonde pas les cœurs et les reins, je ne peux pas affirmer qu'il s'agit de taqia, comme on le lit absolument partout. Mais une chose est sûre, à mon sens, c'est que même si, et c'est ce que je pense fondamentalement, mais c'est mon opinion, Médine est un type bien qui s'est fait baiser, comme beaucoup de musulmans des années 80-90, par la gauche et par le logiciel de la gauche de l'époque, par les frères musulmans qui infiltraient à fond cette gauche-là, justement, notamment avec ce qui se passait en Égypte, où ils étaient censés être vus comme des laïcs et des progressistes. Toute cette gigantesque escroquerie-là, je pense que Médine, comme beaucoup de gens, est passé dedans, et que ce manque de discernement, qui est dû à un manque aussi de culture politique, peut-être de culture tout court, fait que sa route a croisé ces gens-là et qu'il a pu les ériger comme modèle, même si rien ne permet de savoir s'il adhère à ce que disent ces gens-là. Ce que je pense par contre, c'est que ces accointances-là créent une tâche. Que cette tâche n'est pas une tâche éternelle, impardonnable. Je ne suis pas dans le pardon ni oubli, moi. Je laisse ça au peuple élu et à ceux qui kiffent sur ce genre de truc. Moi, je suis chrétien là-dessus, c'est pas ma came. Mais cette tâche-là, si elle n'est pas inlavable, elle est malheureusement, je pense, suffisamment grande, suffisamment importante pour me permettre de dire non, Médine ne doit pas jouer au Bataclan parce que ça pose un vrai problème. Et oui, Médine, je sais, c'est malheureux et la vie est injuste, car juste après les attentats du Bataclan, le premier concert qu'il y avait eu, rappelons-le, c'était celui de Sting, où il a chanté allègrement « Inch'Allah hein, ». Et je reste persuadé que nos amis racisés vont dire « Ah ben voilà, ah ben vous voyez, hein, c'est parce que c'est un arabe et que l'autre… » Non, non, c'est parce que… peut-être, tu sais quoi, peut-être que c'est malheureux, peut-être que c'est triste. Il y a une partie de moi qui reste quand même persuadée que si on n'avait pas mis Sting qui chante Inch'Allah et qu'on avait mis Médine qui chante Don't Laïque à ce moment-là, beaucoup de gens auraient été choqués, et même les connards qui descendent dans la rue crier mort aux juifs, je pense que ça leur aurait posé un souci. Je pense que même l'État islamique, si tu veux, ils sont là-bas avec leur petite télé, ils regardent, ils disent « Qu'est-ce que tu dis Jean-Christophe? Ils ont programmé Don't Laïque au Bataclan. Oh les cons !» Non, mais moi, ça me choque, je te jure, même moi je suis outré, moi. Non mais attends, miskin, franchement, on revient demain, mais laisse-leur un peu de temps quand même. Trêve de plaisanterie, je vais te donner, Médine, 3 raisons pour lesquelles je pense que tu ne dois pas faire ce concert. Première raison, parce que ce concert ne se fera pas. Non, mais ce concert ne se fera pas. Il faut être clair. C'est-à-dire que là, c'est pas comme d'habitude, là. Là, c'est un tout petit peu plus violent. Sur les réseaux sociaux, c'est la merde. Moi, j'ai vu la vidéo de Boris Lelay hier, il est déter. Tout le monde va monter. Ayoub va monter, les identitaires néo-païens vont monter, tout le monde va y aller. Je sais pas si tu as compris l'ampleur du problème, mais là, ils sont tous en mode « ça, c'est mort, no passaran ». Ah oui, ça les change de d'habitude, mais ils ont tous fait une Gandalf, tu ne passeras pas. Non, sans deck, là, ça va être la guerre des Gaules, là. C'est-à-dire que là, il va y avoir des mecs qui vont débouler, il va y avoir des druides, il va y avoir des cerfs, il va y avoir des chars géants. Je te jure, les mecs, ils vont ramener Odin et Thor, c'est foutu. Je veux dire, c'est même, tu vois, charge de cavalerie à 14 h, Dupont-Aignan, il déboule. Ça va pas être un concert le 20 octobre.
ça va être Poitiers. Parce que là, même le Puy du Fou, à mon avis, ils vont monter. Ce que j'essaie de te dire, c'est que là, le 20 octobre, c'est la fin du game. Si tu veux, Alain Soral, il rend les clés. Égalité, réconciliation, c'est fini. Là, c'est inégalité et choc des civilisations. Et la position que tu pourras avoir là-dedans, justement, c'est la position de pacificateur. Prends-la. Dis, voilà, bah moi, je vais mettre mon ego de côté. J'aurais toujours voulu faire le Bataclan, mais là, tu sais quoi ? J'ai pas envie que ce soit la guerre. Et la paix, c'est moi qui vous la fais. Oui, c'est eux, ils vont dire, ah super, on a gagné, Jeanne d'Arc. Mais normalement, t'es dans le soufisme, dans ton ego, t'es capable de dire, bah c'est pas grave, il va prendre sur lui, sacrifier son ego, là aussi, j'espère que tu l'as, la référence. Et tu reviendras là-bas, peut-être, à un moment, un jour, et ce sera ton signal du retour, mais là, il faut te retirer. Parce que pour qu'il y ait le signal du retour qui amène à la paix, il faut qu'il y ait un retrait à l'intérieur, pour qu'il y ait un retour à la paix spirituelle, mais aussi un retrait dans la société, parfois, pour permettre le signal du retour de la paix dans la société. Et là, normalement, t'as vu la référence que je viens de te donner, tu la connais. Sauf si le soufisme, c'est encore une fois que sur les barquettes. Deuxième raison, les victimes. Et je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, quoi, qu'est-ce qui nous fait chier là, après nous avoir dit pendant des années que Dieudonné, il fallait qu'il joue, que c'est pas parce que Madame Michu, ça la faisait chier qu'il fallait interdire le spectacle. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Déjà parce qu'elle s'appelle rarement Madame Michu. Et deuxièmement, parce que je suis pas du tout en train de... Je pense que tous ceux qui font des points Quanta ou des points Dieudonné comme ça, se plantent. Parce que là, personne n'est en train de débattre du sujet de Médine doit-il jouer en général. Pour reprendre ceux qui sont sur l'image Dieudonné, il a demandé à un moment à pouvoir jouer dans son théâtre ou dans un autocar. Bon, des fois ailleurs. Mais je veux dire, c'était la question de jouer tout court qui était dans la balance. Et pour ceux qui me disent, avec ton discours comme ça, il faut pas qu'il joue pour les victimes, bah tu fais le jeu des SJW qui disent, ah mais moi ce spectacle faut l'interdire parce que mon arrière-grand-père par alliance bisextile du calendrier Maya, il était aborigène. Donc je m'appelle Sylvie, oui tout à fait bien sûr. Et du coup tu vois je rentrerai dans ce jeu-là. Non, parce que encore une fois, les SJW et tous les gros censeurs du net et leurs relais sont là pour interdire des idées et sont là pour interdire des individus de représentation ou des idées en règle générale. Là, il s'agit véritablement d'un cas particulier et je pense que énormément de gens qui sont choqués par cette représentation ne seraient absolument pas choqués que Médine fasse exactement la même au Zénith de Paris si ça l'éclate. C'est pas la question. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, les victimes, elles sont encore proches, et la tache de sang, elle est encore sur la moquette, quoi. Donc, on peut estimer que c'est un cas particulier, et ça dépend de l'appréciation des douleurs de chacun. Mais je voudrais bien être sûr que Médine, dans son rêve de faire vraiment, cette fois-ci, le Bataclan, parce qu'il l'a fait fin 2017, mais je crois qu'il n'était pas tout seul, et c'est dans le cadre d'un contest, ou d'un truc comme ça, ou d'une finale, je sais plus. Mais dans ce rêve qu'il a de le faire, il positionne souvent le débat sur Internet en étant, il le dit, c'est ses propres mots, est-ce qu'on va laisser l'extrême droite dicter la liberté d'expression? C'est pas la question. L'équation, c'est pas le toit au-dessus de l'extrême droite. Liberté d'expression, extrême droite. C'est liberté d'expression, extrême droite. Et tous les deux, extrême droite comme liberté d'expression, vous devez fermer votre gueule et écouter les victimes, en fait. Pour reprendre une image simple, je pense que les victimes, elles ont besoin de tout. Sauf d'une chose, c'est de vacarme, en fait. Et quelle que soit la personne qui a commencé, que ce soit Jason ou Timothée, finalement ce vacarme va finir, je pense, par devenir assourdissant pour ces personnes. Alors vous allez me dire, oui, elles ont exprimé pour certaines publiquement qu'elles n'étaient pas contre le fait que Médine joue au Bataclan, mais elles sont surtout 99% à pas s'être exprimées en fait. Et toutes celles qui se sont exprimées ne se sont exprimées qu'en leur nom propre, pas au nom justement des autres. Je ne suis pas en train de parler au nom des victimes, je laisse le privilège de l'obscénité à Laurent Wauquiez, Marine Le Pen et tant d'autres. Ce que je suis en train de dire, juste, c'est que si les victimes ne sont jamais une bonne raison d'interdire, elles peuvent être par contre une bonne raison de se retirer. Parce que je pense aussi que tu dois te retirer, Médine, c'est la conclusion de ça, parce que la pire des solutions, en fait, c'est celle qui va arriver, c'est que ça va être l'État qui va le faire. Et Édouard Philippe, il l'a dit, moi j'interdis rien sauf s'il y a trouble à l'ordre public. Donc 12 connards de la LICRA qui appellent un standard, ça peut être considéré comme un trouble à l'ordre public pour faire arrêter un spectacle de 5000 personnes. Tu te doutes que là, ils sont déter, encore une fois, comme je t'ai dit. Donc l'État va être obligé d'arbitrer entre deux communautés, alors que tu as la possibilité, si tu prends un peu sur ton amour-propre, d'éviter une guerre, tout simplement.
Troisième raison est beaucoup plus pragmatique cette fois-ci. Je rappelle que la salle du Bataclan a été rachetée par le groupe Lagardère, une Limited, qui est une filiale du groupe Lagardère SCA, dont depuis 2011, les actionnaires majoritaires sont qataris, puisque c'est le Qatar qui a racheté ce groupe-là. Donc, c'est le Qatar, ceux qui financent le terrorisme que tu dis combattre. Alors oui, je sais que c'est compliqué, et je suis le premier à faire des vidéos sur Internet en utilisant une caméra qui a probablement été fabriquée par des enfants de 6 ans. Mais à un moment, il y a des choses contre lesquelles on peut justement lutter et des choses contre lesquelles on peut rien faire. Et je sais que c'était un rêve de gosse, peut-être de faire le Bataclan, et peut-être qu'un jour tu le feras, mais là, maintenant, je pense que le sens de ton engagement contre le terrorisme et ceux qui le financent, s'il est authentique, ça peut aussi passer par là. En tout cas, si tu as décidé qu'aucune des raisons que je te donnais arrivait à te satisfaire, je vais au moins te dire qu'il y a une chose que tu pourrais faire sur les réseaux sociaux qui commencerait déjà à amener un petit peu de paix. C'est de dire que tu ne joueras pas la chanson Don't Laïque, que tu ne chanteras pas de morceaux dans lesquels il peut y avoir des choses qui justement pourraient être provocantes au vu du lieu dans lequel tu vas jouer. Mais rassure-toi une fois de plus, cher ami, ce n'est pas ici le koufar qui te parle. Anna, kafir. Non, c'est ta religion qui te parle. Parce que qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Tu disais justement que quand une chanson blesse, que quand une chanson fait le mal, elle doit être interdite, elle est haram. Alors à ce moment-là, tu as reconnu toi-même que cette chanson-là, elle n'était pas une chanson que tu aurais dû faire. Donc à ce moment-là, il ne faut pas la jouer. Ni ce soir-là, ni les autres d'ailleurs. Bref, je suis pas ton agent artistique, je suis pas le mec qui est là pour te dire quoi faire, je suis pas là pour te faire un procès d'intention. Et je dis à tous ceux qui ont vu cette vidéo et qui ne sont peut-être pas d'accord avec ma conclusion que le but c'était de faire un peu ce travail de recherche que les autres n'avaient pas fait, un travail un petit peu dépassionné de tout ça et d'essayer de donner des arguments. J'espère en tout cas que les pistes que j'ai explorées permettront à ceux qui sont d'accord et à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi d'au moins réfléchir cette question et les petites sœurs qui se reproduiront inévitablement à un moment dans notre histoire avec un petit peu plus de recul. Et je vais terminer cette vidéo en adressant un petit message tout particulier à nos amis de El Famoso Fachosphère qui sur les réseaux sociaux se sont empressés de me dire qu'ils allaient mettre un pouce rouge avant même de regarder mon ignoble production islamo-gauchiste parce que j'avais dit que je ne voulais pas que ce soit à l'État d'interdire ce spectacle-là, parce que je ne veux pas que ce soit l'État qui interdise des choses, mais par contre que j'estimais que lorsque des milliers de gens, des dizaines, peut-être des centaines, on ne sait pas quelle proportion ça va prendre de gens qui, au bout d'un moment, finissent irrémédiablement par dépasser le cadre de la fachosphère. Je veux dire, j'ai vu des gens qui s'opposaient à ta venue absolument partout, mais que quand des gens, effectivement, disent à un mec, là, ça nous emmerde, le mec peut avoir la légitimité de se retirer, et je pense qu'il ferait bien de le faire. Et donc bref, quand j'ai dit ça sur les réseaux sociaux, tous nos amis de la fachosphère sont allés me dire « Ouais, mais de toute façon, t'es un islamo-bambou là, l'Arménie c'est pas très loin de la Juivie. » Ça n'existe pas la Juivie les mecs. Donc du coup, je vais vous répondre, parce qu'il y en a plein qui sont partis en couille. Il y en a même qui ont voulu me péter la gueule. Ouais, ils m'ont envoyé des messages et tout. Et vous savez quoi? On va faire comme le Raptor dissident, comme Papacito, comme Valek. C'est un peu la mode du MMA en ce moment. Donc je vous défie solennellement en ninjutsu. Attention les copains, j'ai vu tous les épisodes de Naruto. Donc on passe immédiatement à la pesée. Vous allez voir, ça va chier. Je fais 1m78 pour 56 kilos. C'est pas énorme. Oui, mais tu vois, ceux qui sont les plus perspicaces d'entre vous auront vu que j'ai été un peu aidé. Vous avez vu? C'est joli, hein? C'est quoi? Ça, c'est il y a quelques années au Maroc, je me promenais tranquillement, puis là, il y a 3 jeunes représentants d'une religion de paix et de tolérance qui ont vu la croix que j'avais autour du cou, et ils voulaient me l'enlever, en fait, parce que j'étais un koufar, et donc je leur ai cordialement dit d'aller se faire enculer. Nardinomouk! Oui! Pourquoi? Parce que j'étais, moi, pareil, enfant des années 80, donc ma seule référence dans la combine, c'est les inconnus. Et donc là, bon, forcément, c'est vrai que ce sont des gens d'honneur. Ils se sont empressés de me planter dans le corps 8 cm d'acier rouillé un petit peu partout. C'était très rigolo, on a passé un très bon moment. Moi je sais pas, parce que après, par chance, j'ai été in extremis sauvé par un médecin musulman, il s'avère, mais pour moi c'était surtout un homme qui sauve des vies, qui m'a permis, contre toute attente de son propre aveu, d'être parmi vous aujourd'hui. Et je pense d'ailleurs que c'est un des événements de ma vie qui a inspiré cette série. En bref, si je vous dis tout ça, c'est certainement pas pour pouvoir vous influencer dans votre jugement moral concernant les arguments que j'ai donnés dans la vidéo précédemment. Ce sont deux choses totalement distinctes. Si je vous dis tout ça, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais besoin, en fait, de le dire, tout simplement, et de franchir un certain cap vis-à-vis de moi-même. Alors voilà, désolé si ça vous a emmerdé ou si je vous ai un peu contraint dans ce besoin égoïste.
Deuxième raison, et qui me paraît la plus importante, c'est parce que je voulais débunker ce qui arrivera comme éternellement le premier de la classe, j'en suis sûr, parmi les contre-arguments à cette vidéo. Pourquoi? Parce que, de toute façon, tous ceux qui ont abordé ce sujet en arrivant à la conclusion, et souvent avec 10 fois moins de pincettes que moi, que oui, cette date spécifiquement était problématique, c'est tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Tous ceux qui ont dit ça, de toute façon, ils ont eu islamophobe. Tu es islamophobe, tu es islamophobe, retourne regarder BFM TV. Et ce que je voulais répondre à ces gens-là par avance, c'est que, si j'étais islamophobe, j'aurais des raisons beaucoup plus spécifiques de l'être que BFM TV. Et deuxièmement, je ne suis pas islamophobe, pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas peur de l'islam. Je n'en ai pas eu peur hier et j'en aurai pas peur demain. Et encore une fois, moi je suis là pour donner d'ordre à personne. Moi je suis le Haï de service à Jérusalem, l'Arménien de service. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque de Jérusalem, où d'ailleurs toutes ces questions communautaires, ça marchait un peu mieux que maintenant, paradoxalement, il n'y avait pas 3 quartiers juifs, chrétiens, musulmans, et ça se passait bien, comme on l'entend partout. Il y avait 4 quartiers. Il y avait le quartier juif, le quartier chrétien, le quartier musulman et le quartier arménien. Je sais, ça peut paraître bizarre dans l'équation, hein, c'est l'instant communautaire, c'est un peu comme si tu disais quartier juif, chrétien, musulman et puis camerounais. Parce que j'ai envie, et que je sais, c'est complètement spécifique, c'est complètement raciste, on est dedans et je m'en fous. Bah en fait, si les Arméniens avaient un quartier, c'est parce qu'ils étaient un peu les plus utiles de la combine. Hein. Ils étaient chrétiens, comme les chrétiens, ils étaient orientaux, hein, comme les musulmans, donc du coup ils avaient une vision aussi, l'abrahamisme peut-être un peu plus rigoureuse, on va dire, et avec laquelle ils arrivaient à comprendre, on va dire, certains excès sanguins, et puis, pour aller dans les mièges d'Épinal jusqu'au bout, mais dont ces communautés rient elles-mêmes, disons que comme le dit le proverbe arménien, en affaires, il faut 2 juifs pour baiser un arménien. Voilà. On avait un petit sens du commerce et surtout un petit sens commun au-delà de la caricature dont tout le monde rigole avec les juifs, qui était qu'on est un peu comme eux, des orientaux à part, et qui fait que du coup on a souvent réussi à tout le temps se faire baiser la gueule dans l'histoire. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Non voilà, je me suis dit, quitte à jouer la carte communautaire une fois dans ma vie, tu vois, à la Pokémon, je me dis quitte à la jouer utile. Enfin bon, bref, pour terminer sur cette vidéo, je dirais que j'ai essayé de développer un point de vue. J'espère que la conclusion, et je l'espère, ne sera pas quelque chose qui va nuire quant à votre capacité à juger avec un discernement et avec objectivité les arguments des uns et des autres que j'ai pu donner, débunker et recontre-débunker dans cette vidéo-là. Effectivement, je sais que Jean Contradiction va arriver, Contradiction, et me dire que peut-être que des choses se contredisent entre elles. Mais en fait, le but de cette vidéo n'était surtout pas de « Alors, c'est quoi la bonne réponse? C'est oui ou c'est non ?» C'était de donner plein d'arguments, de mettre un cheminement en place, un cheminement qui s'est contredit aussi enfin, qui s'est contredit, qui s'est remis en question parfois au moment même où je tournais cette vidéo. Mais je me suis dit à un moment, ça fait 4 fois que je la tourne, les gens sont intelligents, ils iront picorer et ils iront comprendre que, ah bon, là c'est de la merde ce qu'il dit, mais là, peut-être que tac, ah ouais. Et si à un moment dans cette vidéo vous êtes dit, quel que soit votre positionnement, ah putain, je l'avais pas vu comme ça ce truc-là, c'est pas con ce qu'il dit, eh ben ce serait peut-être la raison pour laquelle je pourrais vous dire, lâchez un pouce si vous avez aimé, voilà, un pouce en l'air. Eh oh, je le fais jamais dans la vidéo, ça d'habitude dans les épisodes, alors là pour une fois j'en profite, hein, ça fait 1 heure qu'on est là, j'ai le droit à 2 secondes de promo, tu fais pas chier, je suis pas en train de te vendre des pins, donc on se détend. Donc, du coup, ah c'est une blague, et aussi, vous aussi il faut se détendre, hein. À un moment, hein. Ça aussi on en parlera dans une autre vidéo, vous commencez sérieusement à faire chier le monde, hein. Ça devient pire que l'UPR. Et donc, oh là là, c'est pas grave, on est au bout, vous savez quoi, ça veut dire que j'ai envie de passer à autre chose, hein. On va se vider la tête, on va changer de sujet, je vous conseille vous aussi d'aller vous vider la tête. Tiens, je vais me faire le dernier spectacle de Yacine Bellatar. Je suis pas content.